Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans l'épisode le plus amer à présenter de 100% PSG, la tribune. Podcast épisode 35, comme un certain Lucas Beraldo. Tout ça fait mal à en parler, je le sais, on a tous passé une très mauvaise nuit, la journée est aussi un petit peu compliquée, une élimination en Ligue des Champions en demi-finale, ça fait mal à la tête, au cœur. Luis Enrique a expliqué, parce que Luis Enrique il est coach mental, il est docteur aussi, il a dit que la douleur allait durer pendant 2 jours, donc on va voir ce que ça donne exactement. Il a sûrement raison, mais c'est marrant, on a beau venir me dire qu'on est dans un projet de l'an 1, que c'est une nouvelle génération, vous savez quoi, ce projet de l'an 1, normalement, il aurait déjà dû nous emmener en finale de Ligue des Champions, au vu de celui qui te sort justement de cette Ligue des Champions. Alors vous, ce matin, je suis sûr que vous êtes contents parce que c'est jour férié, parce que c'est 8 mai, parce que vous n'avez pas besoin d'aller vous faire chambrer au boulot, à la fac, où vous voulez. Nous, on y est, on est passé au travail, on a pris quelques pics, mais puis il y a ce côté un petit peu, ça va Bruno, tu t'en sors? Ça va aller, t'es là, non mais c'est bon, j'ai quand même pas perdu trop fort. C'est des moments un petit peu particuliers. Ça nous arrive à peu près tous les ans, on est ravis. Merci et merci au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est une sensation étrange. Les gens ont un peu de compassion, c'est vraiment très bizarre. Puis il y a le FC Procuration, bien évidemment, qui te tombe dessus et qui a ressorti son plus beau bob ou sa casquette du Borussia Dortmund. Finalement, moi, la seule chose qui me rend vraiment triste aujourd'hui, c'est que perdre, ça arrive et ce n'est pas la fin du monde. C'est ce que j'explique à mon fils Martin, presque quasiment à chaque match qu'il peut jouer. Mais perdre sans vraiment jouer, ça fait vraiment très mal. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune 100% PSG, Paris qui prend la porte 2 fois 1-0 aller-retour et qui ne verra pas Wembley, qui ne verra pas Londres le 1er juin prochain. C'est Dortmund qui passe, bravo à eux. Oui, je l'ai dit une fois, je ne dirai pas 2 fois. Bien évidemment, nous allons passer cette rencontre, cette élimination, cette sortie de route, bref, cette énorme désillusion à la moulinette. Le j'aime pas de la demi-finale, le match aller, le match retour. On parlera de l'homme qui cristallise cette élimination, Kylian Mbappé et sa triste fin, cette sortie européenne vraiment maladroite et ces 2 matchs complètement ratés. On se posera la question, quel bilan tirer finalement de cette campagne européenne, parce que oui, le Paris Saint-Germain a quand même fait sa 3e demi-finale de Ligue des Champions en 5 saisons, c'est quand même pas si mal. Pour être encore plus compétitif en Ligue des Champions, que doit faire le Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la saison prochaine, pour retourner en demi et pour espérer à nouveau aller en finale de Ligue des Champions? De ça, bien évidemment, de la Coupe de France qui devient un énorme... Ils sont venus nous dire, c'est très très important désormais la Coupe de France, c'est un petit peu difficile à entendre, mais je pense qu'effectivement, ils ont peut-être raison. On va parler du match de Toulouse aussi, qui va peut-être être le dire adieu à Kylian ou pas, on verra ce que ça donne. Bref, il va en être question dans cette tribune. Je vous présente l'équipe tout de suite. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Les courageux, les valeureux, ils sont là, ils sont venus, on enregistre ce podcast, il est 15h30, il avait besoin peut-être de venir faire avec nous une petite thérapie, on va se tenir la main pendant 1h15, 1h30, je vous le dis tout de suite, déjà dans les couloirs de la maison de la radio, ils lançaient les débats, ils étaient déjà en train de se chiquer, de se mordre un peu les mollets parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout. Je vous présente la team, Julie Yalap est avec nous, journaliste à Squeak, beIN Sport et RMC. Salut Julie. Salut Bruno. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va. Ça J'ai va. l'habitude. Ah ouais, c'est ça. C'est ce que je disais finalement. Tu prends l'habitude. Mais moi, là, ce qui est terrible, c'est qu'on commence à avoir des gens qui ont de la compassion. Et alors ça, c'est pas bon. Quand on te tape sur l'épaule en disant ça va, tu t'en sors, ça va aller, tu digères. Là, ça fait vraiment mal à la tête. Vous l'entendez ricaner, c'est Abdellah Boulma, journaliste indépendant et auteur du livre traitant sur le foot, dont le dernier qui est sorti chez aux éditions Solar. Voilà. Et tout n'est pas foutu. Et finalement, pour le Paris Saint-Germain, c'est pas mal. C'est le titre parfait, Abdellah. Où tout est foutu. C'est Pour le coup. ça, pour le Franchement, coup. n'hésitez pas à vous le procurer. Hein. Voilà, t'as bien fait d'amener le livre. Et comme je ne l'avais Absolument. pas reçu, je pouvais pas faire la même chose. Mais tu as bien fait. Absolument. C'est pas que tu me l'as pas envoyé, c'est que c'est perdu dans les services de Radio France. C'est pas vrai. T'inquiète pas, je ne sais pas où il est passé. Je l'ai pas reçu. Je t'en veux. Non, je rigole, c'est une blague, c'est une blague. Je sais que tu me l'as envoyé en plus. Enfin, notre éditorialiste maison, The Romain Bellouk Show, ça pourrait s'appeler comme ça. Finalement, le 8h34.
4. Ça claquerait bien, moi je trouve, ça fait un peu à l'américaine. Il n'a quasiment pas dormi. Il est arrivé en me faisant un sourire en me disant, tu sais quoi, j'ai fait 2 siestes de 10 minutes et ça va vraiment bien. Moi j'ai dû dormir, j'ai dû faire ce que j'ai pu. Regarde, il a le sourire, il est content. Il est content, pas de ce qui s'est passé, mais tout va bien. Salut mon Romain. Salut à tous. Je garantis pas que la voix tienne. Parce que dès que j'ai de la fatigue, et puis si je suis amené à m'énerver, ce qui est potentiellement possible. Oui, parce que les deux qui se chiquaient, c'était toi et Abdella déjà dans le couloir. Je vous ai demandé de ne pas faire les débats tout de suite. On ne se chique pas, vous discutez. On s'anime. Voilà, vous discutez. Les amis, on va se lancer dans cette rencontre. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain a perdu 1-0 hier soir face à Dortmund. 2 fois 1-0, Paris éliminé. Dehors, Laporte sépare ici. Tiens, on va juste se mettre dans le bain comme ça. On a eu une petite sortie de stade avec Gwen Guillot et certains supporters du PSG. Une sensation horrible. Ça se répète, on avait tout pour nous. On avait un bon tirage. L'équipe qui suivait, ils ont réussi à nous prendre là où nous, on a été vraiment moins bons. Et voilà, déception. Rien à dire de plus. Grosse déception. Je pense qu'à l'aller, on aurait dû faire match nul. Là, on n'a pas le niveau. Ils ont été nuls. Ils savent gagner qu'en Ligue 1. Ils savent pas gagner en Ligue des Champions. Les bancs en poule, on perd en demi. C'est pas normal. Je trouve ça catastrophique. Il faut être plus fort l'année prochaine avec plus de milieu de terrain et arrêter de mettre 300 millions à chaque fois sur des avant-centres. Donc félicitations à Dortmund et puis qu'on soit plus fort l'année prochaine, allez Paris. Voilà, allez Paris, ça au moins ça termine sur une note positive. Le reste c'était un peu hardcore, mais je vous l'annonce, on est tous un petit peu comme ça aujourd'hui, on est tous en train de se poser la question. Je suis sûr que même certains d'entre vous au départ vont passer devant notre podcast en disant je suis pas prêt, pas maintenant, je suis pas prêt à débriefer. Je vous rappelle par contre que si vous nous regardez sur YouTube, vous n'hésitez pas, les pouces ou inverse, les pouces à l'envers, pas contre nous, hein, sur le PSG, vous faites ce que vous voulez, voilà, mais mettez-nous aussi d'où vous nous écrivez et de nous dire un petit peu vos sensations et ce que vous ressentez, bien évidemment. Après cette élimination du Paris Saint-Germain, on salue donc la communauté sur YouTube Live et la communauté podcast sur francebleu.fr, mais aussi sur, bon, il y en a d'un peu de partout, je ne sais plus, moi, Spotify ou encore iTunes, c'est tout le tralala. Les amis, on attaque avec le j'aime pas, bien évidemment, et je vais attaquer avec toi, Julie. On va essayer de trouver une note positive. J'ai pas envie qu'on parte bille en tête parce que je pense que sinon on rase tout d'un coup. Donc est-ce que tu as, toi, dans ton panier, dans ton sac, dans ce que tu as vu hier soir, un j'aime à nous proposer? Alors, tu commences avec peut-être la seule note positive qu'il y aurait voilà, dans ce podcast. Peut-être, mais allons-y. Allons-y. Je pense, comme beaucoup de Parisiens, c'est Vitinha. Il y a un petit truc qui m'a marqué, moi, à la fin du match, il était en interview avec Canal+, et il dit on a tout donné. Alors lui, effectivement, je pense que c'est le sentiment qu'il a eu, parce que sur les deux confrontations, c'est, je pense, le meilleur Parisien. Hier, au milieu de terrain, il est bon, il crée pas beaucoup, il n'y en a pas eu beaucoup dans le match, mais des décalages, il a une frappe aussi qui prend la barre. Il a été très bon, Vitinha, et finalement, c'est un très jeune joueur, et des fois, on a tendance à dire l'équipe est jeune, mais comme quoi, même quand on est jeune, on peut être au rendez-vous des grands matchs, et il l'a été contre Dortmund sur le match aller, sur le match retour. C'est plutôt une bonne surprise parce que forcément, quand on a suivi la saison dernière, on ne s'attend peut-être pas à ce que Vitinha fasse ce genre de prestations en demi-finale de Ligue des Champions. Et finalement, c'est une constante. Il a beaucoup progressé sous Luis Enrique, ça s'est vu. Et moi, j'étais très déçue. Je l'ai vu étalé sur la pelouse du Parc à la fin. J'étais déçue pour lui parce que finalement, lui, il peut sortir de cette double confrontation en se disant j'ai fait le boulot. Effectivement, il peut se regarder devant la glace. Il l'a posté il y a à peine 2 heures. Je l'ai dit, on enregistre ce podcast à 15h et quelques. Il a posté sur Twitter un déçu, 3 petits points. Un grand merci à tous les Parisiens qui nous ont soutenus avant, pendant et après match, des cœurs rouges et bleus. Et j'aime ce genre de joueur qui est capable de faire voir ses sentiments aussi. Il fait voir justement une photo de lui, genoux à terre, tête dans le sol. Vraiment déçu par ce qui lui est arrivé. Juste après, tu as Beraldo qui essaie de le relever, genre comme un sac à patates. Mais en tout cas, Vitinha, Romain, a été la seule satisfaction, l'une des seules satisfactions de la double confrontation aller-retour. Tu veux dire que même là, Beraldo est en retard? Oui, c'est ça. Ça fait la deuxième balle qui prend Beraldo en moins de 10 minutes dans cette Vitinha, émission. c'est pas que le meilleur joueur de la double confrontation, c'est le meilleur joueur de la saison du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de débat. Il y a un moment où il faut se rendre compte que ce mec-là, en termes de progression, en termes de prestations, en termes d'importance dans les moments marquants de la saison du Paris Saint-Germain, il est arrivé en haut très 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 souvent. On a mis du temps à vouloir le voir. On a mis du temps à se dire
Ouais, mais est-ce que c'est véritablement représentatif? Est-ce que s'enflammer sur les matchs de Vitinha en Ligue 1, ça vaut vraiment le coup s'il ne le fait pas en Ligue des Champions? Non, c'est bon, on a compris. Donc c'est la satisfaction de cette saison. C'est le meilleur joueur du PSG cette saison. C'est celui qui n'a pas déçu. C'est celui qui est resté constant dans les bonnes prestations et qui en plus amène tu l'as dit, une forme de mentalité qui est hyper positive pour le PSG et qui est hyper agréable à suivre, et c'est cool que les prochains cadres du Paris Saint-Germain, dedans il y ait un mec comme Vitinha. Effectivement, en tout cas, Vitinha, l'un des hommes du match, et c'est le j'aime de Julie. On va se retourner vers toi, Abdella. Vitinha, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, attendez. Alors, je vous le dis, on se partage sur une conversation WhatsApp, on se met, voilà, qu'est-ce que t'as aimé, voilà, tu veux quoi mettre j'aime pas. Et donc, Julie passe la tête la première en disant, moi, j'aime Vitinha. Et derrière, quelques minutes après, on a le droit Abdella qui fait, bah, moi aussi, j'ai aimé Viti, effectivement, mais je vais partir avec toi sur un j'aime pas. Oh, bah, ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'à première vue, je crois que toi, tu nous as mis, j'ai rien aimé. Absolument. Bah, j'ai rien aimé, si hormis peut-être même sûrement les supporters, l'ambiance, l'atmosphère. Ça, enfin pour ceux qui y étaient, enfin du téléviseur, devant le téléviseur, ça avait l'air grandiose. Et on en a, enfin des soirées Ligue des Champions de ce type avec un public omniprésent du début à la fin, avec un cup omniprésent du début à la fin, avec des tifos exceptionnels, c'est quelque chose. Fallait en profiter. Justement, c'était une demi-finale et il y a beaucoup de joueurs qui sont passés au travers. Tu me demandes, bon, j'aime pas, je pourrais t'en citer 14. Il y a seulement 11 joueurs dans l'effectif. Je pourrais te citer aussi le reste du groupe, les Dembélé, les Ramos, les Mbappé, n'en parlons pas. Fabien Ruiz qui a disparu des radars, Zahir le petit, et effectivement, Beraldo le fantôme. Moi, je n'ai pas aimé, pour sortir un petit peu des sentiers battus, tout le storytelling qu'il y a eu autour des poteaux. C'est un classique français, ça. J'ai l'impression que c'est un classique à la française, de systématiquement pas minimiser, trouver un truc, de trouver, voilà, circonstances atténuantes. Bon, écoutez, oui, on a mis 6 poteaux, on en a mis 12, on en a mis 14, etc. Non, c'est l'arbre qui cache la forêt, ces poteaux. Pourquoi Pourquoi? T'as quand même eu des occasions. On a eu un gros débat hier sur WhatsApp avec quelques confrères qui étaient là, ici, etc. C'est parti, c'est allé très loin. Non, pour moi, à partir du moment, tu peux parler de poteaux, tu peux parler de montant, à partir du moment où tu as rendu une copie sur 180 minutes, une copie positive. Là, tu peux effectivement dégainer l'argument des montants, l'argument des poteaux. Là, en l'état, avec la piètre prestation qu'on a vécue hier, tu peux pas sortir de ton chapeau le fait qu'on ait mis des poteaux. On en a mis 1, 2, 3, avec des sites, de toute façon, on refait le monde. Mais effectivement, seconde chose, et quand tu revois les poteaux, tu as celui de Zahir Emery qui est face au but. Pour moi, ils sont véritablement, là où tu as raison, ils sont véritablement à séparer. Les 4 d'hier. Faut que tu distingues. Moi, j'en mets 2 et 2 de t'en as 2 de Mbappé, t'en as un de Vitinha et t'en as un de. Non, il y en a un de Vitinha, un de Nuno Mendes, un de Warren et un de. Celui de Warren qui est face au but. Pour moi, tu peux te dire que tu as un manque de chance sur le poteau de Nuno Mendes et sur la barre de Vitinha. Tu peux te dire que tu as un manque de chance. Sur celui de Warren et sur celui de Mbappé, tu rates. Donc c'est pas du manque de peau. Qui menait à ce moment du match, au moment des poteaux? C'est Borussia qui menait. Mais qui menait? C'est Borussia qui menait. Donc là, ça renvoie à le l'histoire du match. Ça renvoie à l'histoire du match et ça renvoie encore une fois, tu vois, l'idée de pourquoi dégainer cet argument des poteaux. Pourquoi le PSG n'a pas pris le match en main dès le départ? S'il y avait eu des poteaux qui nous avaient rendu, si on avait vécu une prestation encore une fois positive, j'insiste vraiment sur ces mots-là, j'aurais pu entendre encore une fois ces arguments-là sur on en a mis 1, 2, 3, 4 sur la barre. Là, en l'état, en ce qui me concerne, ce n'est pas un manque de chance. La chance, tu la provoques. Hier, ils n'ont pas provoqué la chance. Ces poteaux-là, tu vois, arrivent comme ça. C'est un manque de qualité technique. Oui, bien sûr. Mais parce que les 2 poteaux, là, celui de Warren et celui de Kylian Mbappé, c'est pas des poteaux de malchance, c'est des poteaux de raté. Je vous rappelle juste que le poteau de Warren, c'est 1 minute et demie avant le but. Absolument. Warren, il est dans les 6 mètres. Oui, il est dans les 6 mètres. Oui. Mbappé, il tape le sol avant. Non mais sérieusement, c'est pas des poteaux genre on n'a pas de bol, ça touche la barre. Non, c'est une cloche parce que Mbappé il a tapé le sol quand il rate sa reprise de sa demi-volée là, exactement au même endroit où il avait raté contre le Bayern en 2020. Donc il y a un moment,
C'est pas de parce là où tu as raison, c'est qu'on se réfugie derrière en disant merci, oh là là, c'est le terme que je cherchais. Oh là là, on n'a pas de chance. Systématiquement derrière. Le sort est contre nous. Français, ça, tu sais, le sort est contre nous. Le sort il n'est pas du tout contre nous. On a raté. Il y a des moments où sur des frappes lointaines, on a tapé le poteau où là il y a peut-être une part de malchance, mais on a raté des occasions franches qui ont fait qu'on ne s'est pas qualifié. Vous faites sourire Julie, le dossier des poteaux, toi ça. Mais oui, parce que je suis tout à fait d'accord. Et en plus, c'est une passe D. Est-ce que tu me permets d'embrayer sur mon j'aime pas? Parce que je suis absolument d'accord avec ce qu'il vient de dire. Parce que moi, le déchet technique global sur ces deux confrontations, mais c'est incroyable. Le nombre de ballons mal contrôlés qui filent en touche, le nombre de ballons qui partent. Enfin, Mbappé, il est censé être quand même l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a un déchet qui est incroyable. Alors, pour moi, c'est exactement ça. C'est que les poteaux, alors parfois, oui, on manque de chance. Mais franchement, quand tu mets 6 poteaux, il faut aussi se poser la question. C'est quand même plus dur de frapper le poteau que de le mettre à l'intérieur, j'imagine. Et le ballon, je ne sais pas si c'est mal contrôlé, si c'est mal touché. Pour moi, c'est vraiment le reflet du match, le déchet technique. Et du coup, il y a les poteaux qui viennent derrière. Et le symbole de ce déchet technique, pour moi, c'est Mbappé, parce qu'il n'a pas été bon. Sa glissade, ça arrive à tout le monde de glisser, mais sa glissade en toute fin de match. La dernière action de Mbappé en Ligue des Champions au Parc des Princes avec le PSG. On reviendra sur Mbappé si tu veux, c'est ça qu'il a un catalogue contre lui. T'inquiète. Ça te passe en profondeur d'Asensio. Non, en plus, la passe d'Asensio est belle. Il glisse, et c'est symptomatique de tout ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu trop de déchets techniques pour une équipe comme le PSG qui prétendait aller en finale. Pour moi, du coup, ces poteaux, c'est le reflet de ce manque de justesse globale. Tout ce qui est affligeant, le niveau technique global. Hein. Parce que justement, tout ce qui a été mis en place, par le Paris Saint-Germain, par Luis Enrique, normalement, ce couloir droit qui fonctionne bien, là, les centres d'Hakimi n'ont jamais trouvé preneur, aller-retour, Dembélé s'est beaucoup agacé, il a failli même déboîter un joueur, c'était Madsen qui a pris un tacle très très violent. Il a failli déboîter des ballons aussi sur des centres parce qu'il centre n'importe comment Dembélé. C'est-à-dire que en fait il lâche son pied. Il vise rien, il met aucune forme de dose, de puissance. C'est vas-y. Et il lance son truc là, genre ça va se passer comme ça. Il y a un moment, il fait un centre au 3e poteau. Mais tu sais pas pourquoi. Mais Abdellah, c'est quoi? C'est Dortmund qui a réussi à nous faire déjouer parce que finalement. Parce que c'est ça en fait, parce qu'il y a la frustration du Paris Saint-Germain. Au match aller, on a un Nuno Mendes qui nous fait n'importe quoi dans son couloir, qui se fait manger par Sancho et Ryerson. Là, cette fois-ci, c'est à droite que ça coince. Est-ce que finalement, on s'est fait dérailler tout seul ou par Dortmund et par cette équipe du Borussia? Moi, tu vois, ça fait longtemps que je fais ce métier. Je nuance systématiquement. C'est-à-dire, c'est pas noir ou blanc, c'est pas le PSG qui a fauté ou Dortmund. C'est un peu des deux tout le temps. Là, effectivement, Dortmund, c'est une équipe moyenne, mais qui est venue avec des certitudes, expérience, qui a joué avec beaucoup de sérénité, même s'ils ont joué derrière avec une défense très très solide, qui est une équipe qui a su exploiter tous les points faibles du Paris Saint-Germain sur 180 minutes. D'ailleurs, hier, pour parler rapidement de tactique, ils ont totalement délaissé les couloirs pour essentiellement travailler dans l'entonnoir, c'est-à-dire dans la colonne vertébrale du Paris Saint-Germain. Et la plupart des centres, c'est ce que tu disais Romain à l'instant, la plupart des centres, que ce soit de Dembélé ou d'Hakimi, une paire qui fonctionnait plutôt bien en début de saison. C'était ton point fort. C'était le point fort, c'était n'importe quoi, de A à Z. Mais malgré tout, tu te disais, ils peuvent jouer 180 minutes, tu peux jouer encore un match comme ça, ça n'entrera pas, ça ne marchera pas. Enfin, il y aura pas de but. Je pense que encore une fois, c'est un peu des deux. C'est la sérénité et la force collective et la discipline de Dortmund qui a fait déjouer ce Paris Saint-Germain qui n'a pas su déverrouiller cette défense. Non, mais le meilleur joueur des deux confrontations, c'est quand même un mec de 35 ans qui était tout proche de la retraite la saison dernière, c'est Mats Hummels. Moi, j'arrive toujours pas à m'en remettre. En fait, quand je suis rentré chez moi hier soir, j'étais dans mon canapé. Parce que je veux pas leur enlever leur prestation à Mats Hummels et à Schlotterbeck, qui sont les deux défenseurs centraux de Dortmund, mais leur match il était facile. Tout était prévisible. Mais moi, il y a autre chose. Tu disais, Dortmund essayait de créer un entonnoir, et on a fait quoi? On est rentré dedans tout le temps. Il n'y en a pas un sur les côtés qui a essayé d'attaquer un peu l'espace libre en essayant de déborder, mais déborder intelligemment, et après c'est de la cohérence des déplacements, des mouvements, de repiquer dans l'axe. Normalement, c'est des mecs. Même Barcola, quand il est rentré, normalement Barcola, c'est ce qu'il fait exactement. Il prend la balle et il va déborder, même quand il est côté gauche, il va déborder
déborder pour aller limite sur la ligne des 6 mètres et après repiquer dans l'axe. Ça, ils l'ont jamais fait. Non. Ils l'ont jamais fait du match et donc tu te retrouves avec des centres qui ont été faits en bord de surface où tu as des mecs qui font entre 1,90 et 1,95 qui ont un bon jeu de tête et qui vont te se la mettre. éclatés. Voilà. Mais au-delà de ça, moi, c'est pour ça que je suis pas hyper fan de ce jeu très latéral à l'espagnol, c'est que typiquement dans ce genre de match où tu as l'impression que tout est verrouillé, ce redoublement de passes, d'autant qu'hier, tout le monde était tellement statique, il n'y a pas de mouvement, il se passe rien. Quand tu as Ruiz qui récupère le ballon et qui tourne sur lui-même et qu'il ne se passe rien, qui ralentit encore plus, qui est déjà très lent. Hier, vraiment, moi, à des moments, je décrochais parce que tu t'ennuies, en fait. T'attends qu'il se passe un truc, il se passe rien. Effectivement, les couloirs, il ne s'est rien passé. Et à partir du moment où Dortmund mène 1-0, logiquement, ils redescendent tous d'un cran. Et franchement, pour moi, ça a paru limite facile pour Dortmund de s'imposer. De toute manière, ces lacunes, pardonne-moi Bruno, ces lacunes du Paris Saint-Germain, on ne les a pas découvertes hier. C'est-à-dire qu'on en parle depuis le début de saison, enfin pas seulement en Ligue des Champions, on a aussi vu ces lacunes en Ligue 1, face à des clubs de Ligue 1, face à même à des petits de Ligue 1. C'est une équipe qui essuie beaucoup de contres, etc. Et là, en Ligue des Champions, encore une fois sur 180 minutes, oui, justement, j'en profite pour passer un petit message pour Marc Méchénois qui n'a pas hésité à m'appeler, m'envoyer un texto pour me dire n'hésite pas. Marc, si tu m'écoutes, oui. Marco. Apparemment, Marc Méchénois, journaliste au Parisien, aurait dit ici, il était présent ici avec moi, que le match face à Barcelone était un trompe-l'œil du Paris Saint-Germain. Donc Marc, si tu m'écoutes, voilà, ça y est, c'est fait. Mais effectivement, en fait, toutes les lacunes qu'on a vues hier, en fait, on les a vues en match de poule. Je vous rappelle. À côté de ça, il s'est gouré, Lucien Riquet. Non, mais oui, mais ça, on pourra en parler après. Ça, on en parle après, justement, sur le parcours européen. Mais ils se sont. On est sortis limite des phases de poule. On a vécu après un match relativement facile face à la Sociedad. Barcelone. Qu'on a rendu facile, si tu veux. Barcelone, on joue à 11 contre 10. Je ne minimise pas, encore une fois, ce que Luis Enrique a mis en place cette année. Mais là, en l'état hier. Enfin, moi, je persiste à dire qu'on n'a absolument pas répondu aux attentes d'une demi-finale de Ligue des Champions. Je pense que moi, je suis sorti là, c'est pas une demi-finale. Moi, en fait, à la diff, je suis globalement d'accord parce que je n'ai pas envie d'enjoliver tout ce qui a été fait, etc. Voilà, mais en plus de ça, je trouve qu'hier, Luis Enrique, il se gourre. À la mi-temps, il doit sortir soit Warren, soit Fabien Ruiz. Il sait que ça va être comme ça, que de toute manière Dortmund ils vont rester dans leur 25-30 mètres. Tu fais rentrer Barcola, tu te mets avec une ligne de 4 devant là, avec Barcola qui attaque côté gauche, Dembélé qui attaque côté droit, Mbappé et Ramos devant, comme ça. Ton milieu de terrain il est géré avec Vitinha et Warren ou Fabien Ruiz, parce que Warren je l'ai pas trouvé bon non plus dans la première période, il touche quasiment pas de ballon. Donc et t'aurais pu amener un truc qui allait dynamiser, et ça on l'a pas fait, et ça participe au fait qu'on est énervé là au lendemain, parce qu'on n'a pas eu l'impression d'avoir mis les éléments pour véritablement rentrer pleinement dans notre demi-finale. On n'a pas assisté. Enfin, voilà, moi, à titre personnel, j'ai eu la chance d'aller au match aller et de faire le match retour pour France Bleu. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir assisté à un match à deux matchs de Ligue des Champions, parce que en face, même si félicitations à eux, ils nous ont rentré Niklas Zouleux qui fait 1m90 pour 135 kg. Il est plus lourd que moi. C'est peut-être ça le problème. On s'est fait marcher dessus par. C'est peut-être ça le problème, c'est que moi, ma seule dose d'espoir dans la deuxième mi-temps, c'est les remplacements de Dortmund. C'est-à-dire que quand il sort Adeyemi qui veut pas sortir pour mettre Marco Reus qui est beaucoup moins rapide, quand il sort Jadon Sancho pour mettre Souleux, je me dis oh là là, ils sont en train de flipper. Mon seul espoir, c'est ça. C'est vraiment le seul moment où tu as un peu des choses. Ça veut dire que l'espoir que j'ai eu n'est pas venu du Paris Saint-Germain. C'est venu de Dortmund qui a flippé aussi de concéder un but. Ton j'aime. Ah oui, parce que j'ai un j'aime. Oui, parce qu'il parle beaucoup, mais il va falloir quand même aussi que les autres parlent un peu plus. J'ai un j'aime, même si effectivement il est un peu sur la photo de famille, parce que c'est lui qui concède le corner qui va mener au but. Il n'est pas fautif sur le corner, parce qu'on a un défenseur qui a le droit de tenir son mec, et on a un gardien qui a le droit de sortir dans ses 6 mètres, surtout quand au dernier match au Parc des Princes, il avait déjà pris un but comme ça. Mais j'ai aimé Marquinhos. Parce que je trouve que il a amené de la sérénité, il a récupéré des ballons, il a sauvé plusieurs situations, notamment en première période où ça pouvait être assez dangereux s'il coupait pas les lignes de passe. Dans cette première période bizarre où personne n'est véritablement rentré dedans, Marquinhos lui était dedans.
Il était là et c'est dans la lignée de ce qu'il avait fait sur ces différents matchs de Ligue des Champions, ces derniers matchs de Ligue des Champions, le match à Barcelone, même le match aller contre Dortmund où je l'ai trouvé bon aussi. Je trouve que dans les deux qu'on ressort, les deux seuls qu'on va ressortir de la rencontre, c'est Vitinha et Marquinhos. Et je veux pas que j'ai été sévère avec Marquinhos, moi l'année dernière. D'ailleurs, je pensais qu'il fallait qu'il s'en aille, qu'il pouvait pas renaître de ses cendres et qu'il pourrait pas revenir et qu'il était temps de se serrer la main. Le fait est que cette année, la saison de Marquinhos, elle est plutôt bonne et on l'a plutôt retrouvée, elle est plutôt encourageante pour la suite de son aventure avec le PSG, sachant qu'il a prolongé jusqu'en je sais pas combien. Mais donc voilà, faut pas être trop, enfin, faut pas non plus voir toujours le verre à moitié vide concernant Marquinhos. Effectivement, il a perdu ce ballon qui donne le corner, mais globalement, il sauve beaucoup plus de situations qu'il n'en concède sur les matchs de Ligue des Champions cette saison. Sa fin de campagne de Ligue des Champions, Julie, à Marquinhos, nous a ramené le vrai Marquinhos. Globalement, oui, parce Dortmund. que c'est vrai que contre Barcelone et au match aller contre Dortmund, il fait quand même quelques interventions et on le voit même dans son attitude, dans son body language, il essaye d'être un peu guerrier et de montrer aux autres. Donc en ça, je rejoins Romain. Il y a un truc par contre qui m'irrite un petit peu, c'est que quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu as les prétentions que tu as et que tu joues Dortmund, je sais pas, j'attends au moins que tu prennes pas de but. Et moi, je me suis posé la question hier, au moment où Dortmund ouvre le score, depuis quand le PSG n'a pas fait un clean sheet. Donc j'ai cherché un petit peu, ça fait plus d'un mois. Et la dernière fois, c'était contre Rennes en Coupe de France. Donc je crois que ça fait 8 matchs. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Alors ok, en Ligue 1, on en a pris quelques-uns et finalement, on a fini par gagner. Mais moi, et puis Marquinhos, il est défenseur. Donc j'imagine que c'est un peu les torts partagés de toute la défense parisienne. Et moi, ça mérite qu'il n'y ait pas cette solidité défensive et qu'on en prenne un à chaque match. C'est vraiment... Il vient de signer sa prolongation. Il se montre... Ça, c'est un avantage, si je puis me permettre. Vous savez, quand on signe une prolongation, généralement, quand on est footballeur professionnel, on se montre un peu plus. Non, on fait voir qu'on a bien fait d'investir sur mais je l'ai signé l'année dernière. Non, mais je déconne, les gars. Donc, les filles, ça va aller tranquille. Il est tombé direct dedans. Il a dormi 2 heures cette nuit. Il a dit, je suis en train de. Il est fatigué. Je suis en train de tirer. Je suis en train de penser le seul mec qui est sorti du lot, à savoir Marquinhos. 2 heures cette nuit. Non, en plus, il a fait une bourde à la 16e, etc. Il en a fait 2. On pourrait éventuellement débattre, mais on n'a absolument pas le temps. Peut-être, mon cher Bruno, que voilà, on a Beraldo. Il prend le micro, et c'est fini. Beraldo, Donnarumma, etc. On pourrait en parler. Oui, mais effectivement, Marquinhos, je rejoins ce qu'a dit Julie. On va pas refaire le pédigré. Enfin, on va pas refaire le. Oui, il a été. C'est l'un des seuls qui a sorti son épingle du jeu hier, tout simplement. Mais on va pas en faire des tonnes non plus. Voilà, merci, t'as fait le taf. Merci. C'est vraiment dans le moins bon. On essaye de. Parce que tu nous as demandé un j'aime. Bah voilà, petit j'aime. Allez, c'est un petit like. Toi, je t'ai donné l'autorisation de me donner un deuxième j'aime pas. Parce qu'en fait, il m'a mis d'entrée. Moi, j'ai rien aimé. Il a fait je trouve Brochon, donc je veux ton deuxième j'aime pas. Mais je suis pas. Non, mais franchement, je pourrais t'en citer. On pourrait parler de Mbappé pendant des heures. Mais Mbappé, c'est après. T'inquiète, on va lui consacrer. Dembélé, j'ai pas aimé Dembélé, par exemple. Dembélé se loupe totalement. Il loupe totalement. Match aller, match retour. Match aller, match retour, c'est un cadre. Les cadres n'ont pas été présents hier. Les cadres n'ont pas porté l'équipe. Donnarumma. Il n'est pas présent, même s'il est jeune. Oui, bon, après, on ne va pas les distinguer, français, etc. Je savais qu'il allait m'emmener sur ce terrain-là. Mais Dembélé, oui, tu as raison. Oui, fait, mais Vitinha, c'est pas un. Enfin, si, tu peux considérer que c'est un cadre. C'est pas seulement l'âge. Effectivement, Dembélé n'a absolument pas été à la hauteur sur les 2 matchs. Il a beaucoup percuté, mais le déchet, le nombre de passes qui ne sont pas arrivées, les dédoublements qui n'ont absolument pas fonctionné avec Hakimi sur le côté. Tous ces choix sont tombés à l'eau durant tout le match. Il n'a pas porté les gamins autour de lui. Franchement, sur les 2 matchs, il m'a extrêmement déçu. Donc, je ne sais pas. Enfin, j'aurais mis une note de 2, quoi. Mais là-dessus, il n'a pas porté l'équipe, alors que c'est un joueur, c'est l'un des joueurs phares qui a été recruté pour le PSG pour justement passer ce genre de cap. Et hier, il a totalement sombré au même titre que les autres cadres de l'équipe. Et j'épargnerai les petits comme Zahir Emery ou Nuno Mendes même. Je l'épargne parce que tu vois, il a été reprise, sur le côté, quoi. Il est en reprise. Il nous manquait Lucas Hernandez, Beraldo, tout le monde lui tombe dessus. Il a tout le temps smile, le Joker. Il arrive, il anime, il smile, les trucs, il rentre sur le terrain, il smile. Oui, hier, il se plante totalement. Mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir à ce gamin? Non, mais le fautif, c'est Luis Enrique. Là, le fautif, c'est lui. Voilà, est-ce que tu peux mettre Danilo? Parce que voilà, il a. Il n'est pas obligé d'être là, mais tu aurais mis à qui à la place? Danilo. Peut-être Danilo, Skriniar qui est extrêmement lent.
Ouais, non, Danilo, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Le bon, la brute, le truand, qu'est-ce que tu fais? Pour tenir Füllkrug face à une équipe qui est en bloc bas, tu oui, peux mettre Danilo, t'es pas obligé de mettre Beraldo. Mais il voulait. Un but sur coup de pied arrêté, quoi. C'est ça qui est chiant. Ouais, mais tu sais pertinemment pourquoi il a mis Beraldo. Voilà, il l'a mis pour sa qualité de passe. Mais la qualité de passe hier, en matière de verticalité, on n'a rien vu. Ou on a très peu vu. Oui, non, c'est vrai. Non, c'est sûr. En tout cas, ça, c'était la petite balle pour Ousmane Dembélé. On l'a pas oublié parce que c'est vrai que c'est tout Kylian. Ousmane Dembélé, il fait exactement le même match à Barcelone, sauf qu'il met doublé. Mais sinon, c'est exactement le même. C'est-à-dire que à Barcelone. À Barcelone, ouais. Voilà. Vous regardez le match là-bas, le déchet technique, il est là. C'est ça. Les ratés, ils sont là. Les trucs où il fait des contrôles en touche, tout ça, c'est là. Sauf qu'il est rentré dans la tête du public et il fait péter le ballon. Mais comme quoi, les stats, voilà. En tout cas, le Paris Saint-Germain, oui, est bien éliminé. On va dans quelques instants évoquer, on vient de terminer le petit tour de table des j'aime pas avec cette demi-finale aller-retour de Ligue des Champions, cette double bulle pour le Paris Saint-Germain, 1-0 terminé. On va parler de Kylian Mbappé, bien évidemment, c'est celui qui prend très cher depuis hier. On tirera le bilan de la campagne européenne du Paris Saint-Germain et puis on parlera aussi compétition pour la saison prochaine, la nouvelle Ligue des Champions. Que faut-il faire pour que le PSG soit encore plus compétitif? Faut prendre je sais pas moi, faut aller prendre Julian Brandt, il faut aller prendre Emre Can ou Sabitzer au milieu de terrain pour que ça Emre Can a toujours voulu venir au Paris Saint-Germain. Tu les mets à Paris, c'est la même chose. Enfin, à chaque fois, on se dit. On en parle. Mais c'est pas pire que d'habitude. Laissez-moi tirer ma promo. Laissez-moi mettre ma virgule. Ah non, mais il a pas mis sa virgule. Vous deux, attention. Il y a Bertrand qui fait les gros yeux, qui réalise l'émission. Allez, à tout de suite. Salut France Bleu, c'est Gaëtan Roussel. Ce samedi, je prends le micro de France Bleu et vous emmène dans mon univers musical, dans ma playlist. La playlist de Gaëtan Roussel. On écoutera des titres qui m'ont touché, qui m'ont fait vibrer, des découvertes et peut-être même ceux qui m'ont inspiré. Une playlist, c'est un petit peu un bout d'une vie, voilà, un petit bout de ma vie dans cette playlist France Bleu. La playlist de Gaëtan Roussel. Rendez-vous ce samedi à 15h uniquement sur France Bleu. 100% PSG, la tribune. Très heureux de vous retrouver sur France Bleu, le podcast. Tiens, je voulais juste vous remercier parce qu'il y a des moments où il faut savoir dire merci. Et nous, on voudrait vous remercier avec l'équipe de France Bleu Paris, avec la team France Bleu Paris, la team de 100% PSG, la tribune, puisque 100% PSG, la tribune, pour le mois de mars dernier. Alors oui, les chiffres de téléchargement arrivent avec un petit peu de décalage, mais bien, nous sommes rentrés dans le top 10. On est même 7e de tous les produits podcasts France Bleu. Magnifique. Donc un grand merci à tous. On doit aller chercher les horoscopes parce que premièrement il y a les horoscopes devant nous. C'est notre mission désormais. Mais on salue en tout cas. Moi j'ai découvert qu'il y avait un horoscope ch'ti. Ouais, c'est ça, mais qui est devant nous. Donc on devrait faire l'horoscope du PSG. Ah ça, ce serait pas mal du tout. Ah ça me plaît. Tiens, attends Julie, parce que tu sais que notre directeur va entendre ça, il va dire tiens, ça c'est une bonne idée. Attention, c'est ça quoi, pourrait tomber dessus. L'horoscope des sorties des joueurs du PSG, c'est ça? Pourquoi pas En janvier, tel joueur va dans telle boîte. Non, ça se passe pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, ils mangent des graines et ils sont très sérieux. Ah bon, d'accord. En tout cas, il y en a quelques-uns, je pense qu'on les a perdus à cause de ça justement. Ils n'étaient pas hier sur le terrain. Quelques-uns. Tous. Mais t'as des infos, Romain? Non. Vous êtes en train de me faire un truc. J'ai donc Julie Yalab, j'ai donc Abdellah Boulma, j'ai donc Romain Bédou qui sont en train de craquer. C'est la fatigue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain est donc éliminé de la Ligue des Champions. On rêvait tous d'un quadruplé. Il va pour l'instant falloir se contenter du doublé, peut-être du triplé avec la Coupe de France qui arrive le 25 mai prochain à 21h. À Lille face à Lyon. Lyon, les underdogs du championnat français, c'est improbable leur retour et leur baraka sur cette fin de saison. On va parler d'un homme qui, lui, n'a pas eu la baraka. On va parler d'un homme qui, finalement, a une saison très compliquée. Alors oui, il a peut-être marqué 45 buts, mais dans les moments importants où le Paris Saint-Germain avait besoin vraiment de lui, comme une demi-finale de Ligue des Champions, il n'a pas été là. Kylian Mbappé prend la foudre depuis hier. C'est vraiment assez violent. Des gens se réjouissent de savoir qu'il parte, alors qu'il aura quand même passé 7 ans au Paris Saint-Germain. Il a été mauvais
mauvais. Hier, il a eu 3,5 dans le Parisien, il a eu 2 dans l'équipe, il a eu la même note la semaine d'avant du côté de Dortmund. Il avait dit que les grands joueurs répondaient dans les grands rendez-vous. Bon, ben voilà. Vitinha a répondu. Non mais c'est dur ce que je dis, je sais, mais non, je mais fais ce que je peux. Tu vois un mec perturbé, toi? Voilà. Bah, en tout cas, voilà. Est-ce que je suis perturbé? Non. Les amis, quelle triste fin pour Kylian Mbappé. Je me retourne vers toi, Julie. C'est vrai c'était le dernier bal européen de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain, et c'est vraiment l'amertume qui prédomine. Bah oui, parce que on attend beaucoup de Kylian Mbappé finalement, et on en parlait tout à l'heure, mais il finira sa carrière au PSG en Ligue des Champions sur cette glissade malheureuse. Après, je pense que ses prestations durant cette saison à Mbappé, c'est juste le résultat de son intersaison qui, malgré le fait, il en parlait, Romain, où il a dit qu'il n'était pas perturbé du tout. En fait, finalement, il est comme tout le monde. Kylian Mbappé, il est humain, et son intersaison et tout ce qui s'est dit autour, et tout le cirque qu'il y a autour de Kylian Mbappé depuis quelques saisons maintenant, finalement, est-ce que ça ne se répercute pas sur le terrain? Il n'a pas du tout montré ce qu'on attendait de lui. C'est un cadre, si ce n'est le cadre du vestiaire, on ne l'a pas vu non plus. Donc moi, je suis très déçu, évidemment. Et il y a aussi, on en a beaucoup parlé dans ce podcast aussi, de l'attitude, au-delà du déchet technique, l'attitude où il est absent, il n'est pas concerné. Quand ton meilleur joueur montre ça, est-ce que quand tu es plus jeune, tu as envie vraiment de te dépouiller? Il est agacé quand le ballon lui vient pas, il ne fait pas de super appels pourtant. Et j'ai l'impression que Kylian Mbappé, là, on va prendre la demi-finale vu que c'est le thème du jour, mais c'est un peu le résultat depuis l'été dernier, quoi, en fait. Est-ce que c'était finalement pas attendu d'avoir une fin comme celle-ci en Ligue des Champions pour Kylian Mbappé? Ouais. Abdella. Parce que c'était pas parti droit en début de saison, pardon, excuse-moi, mais c'était pas parti droit en début de saison, ça n'a jamais réussi à se redresser correctement en Ligue des Champions. Tu m'avais déjà posé la question. Moi, je t'avais parlé de relations toxiques. Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Et les fondations, de toute façon, étaient fragiles dès le départ. À partir du moment où ils l'ont foutu au placard, dans le loft, là, l'histoire... c'est ça le point de départ pour toi? Non, mais là, on parle de cette saison. Effectivement, là, on parle de cette saison. Après, je pourrais remonter. Pour moi, il faut remonter 2022. Oui, après, on remontait 2021, 2022. Oui. Après, c'est la raison pour laquelle je parle systématiquement, et j'en ai parlé plusieurs fois, Bruno, ici, de co-responsabilité. Le club et Mbappé. Ils ont créé, je vais peut-être heurter par mes mots, ils ont créé un monstre, d'une certaine manière. Ils ont créé un monstre qui les a dépassés, qui a pris de la place, qui a pris tellement d'ampleur et tellement de place au sein de ce club qu'ils n'ont pas su le gérer, lui et son clan, lui et sa famille. Il a pris trop de place vis-à-vis du staff, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis de son entraîneur, de ses précédents entraîneurs et vis-à-vis de son président. Je pense qu'aujourd'hui, on paye un petit peu, ça rejoint ce que tu disais à l'instant, on paye un petit peu les pots cassés de tout ce qui a été entrepris et fait autour de ce joueur-là. Dès le départ. Effectivement, on pourrait remonter à la genèse, etc., 2017 et ensuite 2021, 2022. Mais là, cette année, ça a été le club paye les pots cassés. C'est la non-volonté du club de ne pas le laisser partir qui a généré tout ce qui se passe en ce moment. Quand tu forces, oui, je le dis le mot, quand tu forces ce gamin-là à rester au Paris Saint-Germain alors qu'il voulait s'en aller, oui, il y en a j'ai eu quelques problèmes sur les réseaux sociaux de ce point de vue-là. Est-ce qu'on l'a forcé à rester? Non. On ne l'a pas forcé à rester, on l'a forcé. Pour moi, on l'a forcé à rester. Oui, effectivement, il touche un sacré pactole en échange. C'est l'argument de masse. Pourquoi il est resté, Kylian Mbappé? Il n'est pas resté pour le projet sportif. Non, Kylian Mbappé, aujourd'hui, est resté pour l'argent. Ouais. Il ne pouvait pas refuser un salaire. C'est pas ce qu'il nous a dit. Mais bien évidemment qu'aucun joueur te dira qu'il reste pour le salaire, à part si tu joues en Arabie Saoudite, au Qatar ou n'importe quoi. Là, en l'occurrence, il reste au Paris Saint-Germain parce qu'on lui a filé des émoluments pharaoniques. C'est non pas le joueur de football le mieux payé au monde, c'était le sportif mieux payé au monde. C'est pas que l'argent. C'est le pouvoir aussi. Non, c'est l'argent et le pouvoir. C'est ce que je disais tout à l'heure, vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du staff et vis-à-vis de ses anciens joueurs aussi qui sont partis. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je parle de relations toxiques, Bruno. Dès le départ, je sais que ce mot, tu l'as toujours utilisé dans cette émission. Et aujourd'hui, regardez, ça s'est terminé en eau de boudin hier. Voilà. Et je pense, encore une fois, ce que disait Julie à l'instant, c'est que
les deux, on va pas lui chercher des circonstances atténuantes, mais sur les derniers matchs, en fait, il n'y était pas. Il n'y était plus. Dans la tête, il n'y était plus. On le voit sur le terrain. C'est pas le Kylian. Mais je comprends pas. Moi. Pourtant, c'est un champion des champions. Mais moi non plus. Et c'est pour ça que je suis très étonnée de la fin de Mbappé de cette saison. Parce que moi, ça m'étonne dans le sens où il a toujours voulu montrer que lui, les critiques, tout ce qu'il y a autour, ça lui glisse c'est de la dessus. méthode Coué, et ça. finalement, on se rend compte que il est comme tout le monde. Kylian Mbappé, il est touché par ce qui se passe autour. Alors, mais ça, on le savait déjà avant. T'as raison. Est-ce qu'on le savait la saison dernière? On le savait pas la saison dernière. Mais bien sûr qu'on le savait. Les actes de fragilité de Kylian Mbappé, Julie, ça suffit. on les a déjà vus. Non, parce que la différence, c'est que ça fait déjà un moment que Kylian Mbappé fait la pluie et le beau temps au PSG, mais il n'y a que cette saison qu'il passe à travers autant de matchs. C'est là où pour moi, normalement, comme les années... Il est déjà passé au travers d'autres matchs avant. D'une saison complète, parce que c'est quasiment toute sa saison. La différence, et ça revient sur ce que tu disais, Bruno, dans ton propos introductif, sur la sévérité qu'on pouvait avoir. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, il s'est passé le fait que l'argument principal des défenseurs de Mbappé, qui est un argument de « on verra, attention, il va un jour nous faire la différence », cet argument, il est tombé. Il n'y a plus de « on verra ». Ça n'existe plus. Il n'y aura plus, avec le Paris Saint-Germain, l'hypothèse de « ah bah, on ne sait jamais, un jour Mbappé, il va peut-être nous faire gagner avec des champions ». Et donc, en fait, avec ça, il y a toute la légende de Mbappé qui s'est déconstruite. Et en fait, on dit la même chose. Hein. Oui, mais non, mais c'est ça. Mais ça, il y en a un qui a moins dormi que l'autre. En fait, tu vois ce que je veux dire? Non, mais on dit la même chose, mais on le découvre pas cette année. C'est-à-dire que les signes avant-coureurs de Mbappé qui gèrent pas la pression, on l'a vu en finale de Ligue des Champions en 2020, on l'a vu en 2019 face à Manchester United, on l'a vu parfois avec l'équipe de France avant qu'il y ait des éclairs de génie qui peuvent arriver une fois tous les, je sais pas combien. Mais le nombre de fois où ça n'arrive pas, il faut aussi les compter. Donc c'est pas un truc qu'on a découvert hier. Juste, c'est un truc qu'on a voulu admettre hier. Non, et là, c'est complètement différent. On l'a découvert dans le sens où cette saison, il y a une multitude de matchs dans lesquels il passe à travers, où il n'est pas là, il est absent, il n'est pas impliqué. Alors que les années précédentes, il y avait effectivement des grands rendez-vous, mais tu n'as pas une succession de matchs. Mais il y avait déjà ça, on disait déjà dans le jeu, les stats, elles masquent, la manière dont il joue. Contre le Bayern, il va nous sauver l'année dernière, contre le Bayern, il va nous sauver, ça va être vachement bien au match retour. Non, parce que c'est un joueur de foot tout seul, il peut pas faire gagner un match. C'est tout. Ça n'existe pas. 100% des Ligues des Champions n'ont pas été gagnées avec Kylian Mbappé. Donc il y a un moment, il faut arrêter de penser que l'homme providentiel, le joueur providentiel dans un sport qui se joue à 11 contre 11 est possible. Et ça, avec Kylian Mbappé, il y avait un storytelling de se dire, de toute manière, on va pas prendre le risque de se dire que Kylian Mbappé ne peut pas le faire, puisque on aura forcément une possibilité qu'il nous le montre. Cette possibilité n'existe plus. Voilà ce qui a changé hier. Ce qui s'est passé hier, alors pour vous emmener un petit peu dans les coulisses de la rencontre et de la fin de rencontre, c'est que Kylian Mbappé a débarqué au point près. C'est pas sûr, pas évident de croire que le Paris Saint-Germain avait prévu cette sortie, puisque d'habitude, pour vous expliquer les amis, quand un joueur vient auprès de la presse en zone mixte, vous savez, cette zone où tous les autres journalistes n'étant pas détenteurs de droit sont placés, là il y avait une cinquantaine de personnes environ. C'est un joueur qui arrive accompagné d'un staff média ou du staff presse du Paris Saint-Germain qui l'accompagne. Et là, surprise générale, le joueur débarque seul. Personne autour de lui vient dans la zone mixte en disant allons-y. Il n'y a pas quelqu'un qui dit une question, allez-y, commencez. Non, habituellement, c'est tout le temps comme ça. Voilà, ceux qui sont autour de cette table le savent. Je vous propose d'écouter Kylian Mbappé sur sa responsabilité dans cette rencontre. La question a été posée par un copain de la bande de 100% PSG à la tribune. C'est Julien Froment du service des sports de Radio France qui demande à Kylian de savoir sa part de responsabilité dans cette élimination en Ligue des Champions. J'ai essayé d'aider mon équipe du mieux que je pouvais. C'était pas suffisant. Quand on parle d'efficacité dans les surfaces, je pense être le premier visé. Je suis le gars qui doit marquer les buts, qui doit être décisif. Quand ça se passe, je suis ici et je prends toute la lumière. Quand ça ne marche pas, il faut prendre toute l'ombre aussi. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que le premier qui devait marquer ce soir, c'était moi. Maintenant, c'est la vie. Il faut se remettre de ça, continuer à travailler, que ce soit moi ou l'équipe. Et essayer de gagner cette Coupe de France parce que c'est un événement important. Je vous ai dit que la Coupe de France, c'était un événement important désormais pour le Paris Saint-Germain. Abdellah... aussi, c'est important. Non, je parle pas de la Coupe de France. Je parlais... Je viens d'écouter ce qu'il vient de dire, ça m'avait totalement échappé. C'est de la fausse prise de responsabilité.
Oh, franchement, ça m'étonnerait du personnage. On écoute Abdellah. Non, c'est de la fausse prise de responsabilité. Pourquoi ? Parce que la dernière fois, on était ensemble, on était en zone mixte. La dernière fois qu'il s'est présenté en zone mixte, c'était le début janvier où il vient annoncer. 3 janvier, le 3 janvier, cher ami, effectivement, où il vient annoncer. Toutes les parties compagnie sont du gagnantes, service presse, où il vient annoncer le 50-50, que toutes les parties, blabla, etc. Bon, il annonce finalement son départ. Du Paris Saint-Germain. Alors, grandiose. Et là, on a attendu la fin du match où il se loupe totalement. Est-ce que là, quand tu vois ça de l'extérieur et que tu ne connais pas le personnage, tu dis, tiens, il assume ses responsabilités, il vient se présenter devant la presse, il vient balancer son truc, etc. C'est un grand joueur, tu vois. Il ne fuit pas devant ses responsabilités. Mais là, en l'état, quand tu l'écoutes, tu entends ses mots, son phrasé, même son attitude, sans le regarder, etc., tu sens que tout ça, c'est du bullshit. Pour moi, c'est du bullshit. Mais pourquoi ? Parce que pour moi, c'est l'art de la communication à son extrême et il se dit. Pour moi, déjà. Je viens prendre le territoire, voilà. Absolument. Déjà, il vient prendre le territoire. Je n'y étais pas, je peux pas parler à ta place. Je ne sais pas absolument pas ce qui s'est passé. Je parle sous tout contrôle. Voilà, il est venu sans service de presse, etc. C'est pas comme ça que ça se passe en théorie. Donc il vient seul. Encore une fois, il fait ce qu'il veut d'une certaine manière. Il vient balancer ce dont il a envie de parler. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que enfin, on n'a pas entendu, on l'a vu encore sur les précédents matchs, on l'a vu sur les. Enfin, voilà, je rejoins encore une fois ce que disait Romain. Dans l'attitude, dans la gestuelle, dans ses mots, il n'y est plus. Il n'y est plus au Paris Saint-Germain. Pour moi, Mbappé n'est plus au Paris Saint-Germain depuis des semaines. Moi, je comprends pas. Moi, c'est censé être le meilleur joueur du monde. Non, mais oui, c'est censé. À chaque fois qu'il avait des mauvaises prestations, on disait non, mais il n'a pas envie. Romain, juste je termine mon propos. T'as dormi 2 heures. Juste je termine mon propos. C'est l'argument depuis tout à l'heure. Il a dormi 2 heures. Et ça se voit pas. J'aimerais bien avoir dormi 2 heures. Juste après, il va dormir 2 jours. Non, mais tu le vois à son attitude. Même si Luis Enrique a tenté de le piquer. Quand Luis Enrique a appris effectivement qu'il n'allait pas prolonger au Paris Saint-Germain et qu'il s'était déjà plus ou moins engagé avec le Real Madrid, c'est à partir de là qu'il a commencé à le mettre sur le banc. Et il a essayé de le piquer, tant bien que mal, mais on a vu en fait que finalement ça n'a pas porté ses fruits. On a vu que pour un joueur aussi extraordinaire, parce que pour certains on considère que c'est le meilleur joueur du monde, il n'a pas répondu à l'appel. Et même quand tu le vois, avant les matchs, tu vois, quand il essaye en qualité de capitaine ou de vice-capitaine ou n'importe quoi, qui essaye de tenser un petit peu ses camarades, tu sens que c'est pas son truc. Mais parce qu'être un leader, ça c'est pas parce que tu dis je suis un leader que tu es un leader. Mais non, en fait, ça n'existe pas. Le petit passage en zone mixte, pour moi, c'est juste de la posture. C'est une manière de dire voilà, j'ai joué mon dernier match avec le PSG en Ligue des Champions, c'était nul. Mais j'ai pris mes responsabilités, je me suis présenté face à la presse alors que j'ai pas été bon. Pour moi, c'est vraiment une question de posture et dire voilà, je suis pas bon, mais je l'assume. Mais je pense qu'on est beaucoup maintenant à voir clair dans le jeu de Mbappé. Alors, petite question, les amis. J'ai juste une petite pensée pour un homme. Je sais que c'est pas Pardon, j'ai juste une pensée pour Leonardo. Voilà, c'est simplement ça. Je reviens. Non, mais parce qu'en fait, vous êtes en train de me parler de tout ce qui a autour de Kylian Mbappé. Et il y a 2 ans, je vous rappelle qu'il était le seul dirigeant, et c'est pour ça qu'il a été viré, qui voulait vendre Kylian Mbappé en disant qu'il fallait arrêter. Il en a fait des bêtises, je le sais, mais j'ai encore des conversations en tête avec lui. Et il me disait, il va bousiller le. On va enfin fêter la fin de contrat de Kurzawa. Oui, voilà. Et Draxler aussi, c'est parti. Voilà, il y en a Draxler, je l'avais oublié, tiens. Non, mais il y en a quelques-uns. Je vous rappelle qu'il y a Renato Sanchez aussi qui va revenir. Après ils vont. Ça, c'est pas Leonardo. C'était pas Leonardo. Mais non, mais j'ai juste cette pensée-là. Est-ce qu'on fait la fête dimanche pour dire au revoir à Kylian Mbappé? Jamais de la vie. Attends, 7 ans. Non, tu peux pas dire ça, Romain. Bien sûr, je peux dire ça. Romain, je sais qu'on est en désaccord depuis le début de l'émission, mais à un moment, il va falloir qu'on trouve 600 millions. Non, tu peux pas. 600 millions d'euros en 2 ans. Tu peux essentiellement reposer. Voilà, tu peux pas essentiellement reposer tes arguments sur l'oseille. C'est ce que tu fais. Non, tu peux pas. Je veux dire, dans tous les clubs, c'était quand même une question d'argent, tout ce. Oui, bien sûr qu'il y a une. Oui, exactement. D'argent et de storytelling. Non, mais il y a l'oseille, c'est comme les stats. Je veux dire, il y a des choses en fait, il faut nuancer davantage. Ça fait 7 ans qu'il est là. Attention, je me fais l'avocat du diable parce que je sais que je vais me prendre la foudre derrière. Mais c'est pas grave, j'assume mes responsabilités. Moi, Kylian Mbappé. Écoutez-moi. Non. Je pense que si tu défends Kylian Mbappé, t'es plutôt tranquille. Non. Est-ce qu'on fait la fête? Non, est-ce qu'on fait la fête? Je pense qu'un joueur c'est un septennat.
C'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain depuis 2017. C'est environ 35 buts de moyenne. En Ligue 1, je parle Super bien, joueur de en Ligue 1. Ligue 1, etc. Non, mais il y a Et de aucun Ligue 1 problème. bientôt. Il remplit, bien évidemment, qu'il remplit sa feuille de stats. Bien évidemment que l'histoire, écoute, a mal tourné, mais tu peux pas. Je ne le considère pas comme une légende. Ça, c'est un autre débat. Au même titre que certains qui m'ont apporté beaucoup plus d'émotions que Kylian Mbappé, mais tu es obligé de lui offrir, malgré tout, même s'il part librement, même si les supporters vont crier. Tu es obligé de lui faire une sortie, tu es obligé de lui préparer quelque chose pour son dernier match. Du coup, Cavani, on a fait quoi ? Attention, Cavani, il y a des raisons. Mais Cavani, il y a des raisons précises qui ont mené. Cavani, tu sais pertinemment. Non, Cavani, tu sais. Il n'a pas voulu se mettre en péril pour faire la finale. Non, l'histoire est beaucoup plus complexe Abdella, que cela. c'est quoi en cours là, Abdella? Non, très rapidement, c'était avec Leonardo. Effectivement, il y a eu des tractations. Exactement, on en revient toujours avec Leonardo. Il y a eu des tractations, comme on dit, au niveau salarial. Ils n'ont pas trouvé de compromis. La raison pour laquelle il est pas. Non, la raison pour laquelle il est Nasser et parti. Kylian, ils peuvent plus se parler là. Actuellement, Ah non, ça ils s'entendent pas. Non, mais Ils ça t'en sait s'entendent rien pas. du tout qu'ils ne s'entendent pas. Mais si, on sait qu'actuellement là, depuis que le Paris Saint-Germain est au courant de la décision de Kylian Mbappé, ils peuvent plus se voir. Ce qui est logique, moi, si j'étais Nasser, j'aurais été également fautif dans l'histoire, mais je me c'est de la faute de sentirais Nasser mal. Al-Khelaifi aussi. Mais Mais qui est responsable? Je t'ai dit qu'ils avaient créé un monstre. Qui est le monstre aujourd'hui? Tu m'expliques, les gars. Parce qu'en fait, tu m'expliques qu'il n'y a pas eu d'hommage à Cavani et aussi à Thiago Silva d'ailleurs, Oui, parce que il y avait tension entre direction et le joueur. Exactement. On est exactement dans la même situation. C'est pas la même. C'est exactement la même situation. Sauf qu'on essaye de sauver les apparences. Moi, je suis mais c'est la même. d'accord que la situation est la même. Julie, En revanche, j'étais pas d'accord qu'il n'y ait pas d'adieu à Thiago Silva et à Cavani. Oui. Là, moi, je trouverais ça, même si là, il part vraiment sur une très très mauvaise note, je trouverais ça quand même bizarre de ne pas faire un adieu à Kylian Mbappé. mais là, même attendez. si on ne fait pas une grande fête, tu peux quand même noter qu'il a passé du temps à Paris, qu'il a fait tomber des records et que malgré tout, même s'il n'a pas eu l'apport qu'on attendait de lui, parce que effectivement, quand encore une fois tu prétends être le meilleur joueur du monde, tu attends plus, notamment en Ligue des Champions, même si aujourd'hui on dit plus que c'est l'objectif principal du PSG. Pour moi, qu'il parte sans avoir un merci et au revoir, je trouverais ça quand même un petit peu bizarre. Question. Actuellement, officiellement, il n'a toujours rien dit. Mais peut-être qu'il va le faire. D'ailleurs, il nous a toujours dit, quand ma décision sera prise, je vous le dirai. Oui, le mensonge, hein, il passe après. Mais donc, il nous a toujours rien dit. On est actuellement mercredi. Le match, il est dimanche. Il va mettre un communiqué d'ici à dimanche. Mais non, il dira rien avant la finale. Enfin, donc on est d'accord qu'officiellement, il n'y a pas d'hommage à faire. Son entourage a laissé entendre qu'il allait hijacker la remise de trophée. Je sais pas. Je te rappelle. D'accord. Je te rappelle pourquoi que. Pas, hein, alors, pourquoi juste pas. un truc. Ce serait pas la première fois qu'il se met au-dessus du collectif. Donc juste pas, un truc. Je te rappelle. Mais on doit célébrer ça. On a son moment favori qui arrive. On a son moment favori qui arrive. Ah oui, il y a le trophée UNFP. Mais ça, c'est après. Mais ça, c'est après Toulouse. C'est après Toulouse. Je vous rappelle que Toulouse, c'est le prochain match. Le PSG Toulouse à 21h. Ce sera à suivre sur l'antenne de France. Moi, je veux bien célébrer, mais on célèbre pas. C'est toujours une histoire de timing. D'ici dimanche, on ne sait jamais. Ah ouais, d'accord. Ou peut-être qu'il y a certains journalistes qui balanceront l'info. Et c'est à propos de. Mais les journalistes, on a déjà sorti l'info. On a déjà sorti l'info que c'est juste là il faut une parole officielle. On n'a pas sorti une info selon laquelle il aurait déjà signé au Paris Saint-Germain, ça c'est pas sorti encore. Non mais la question c'est pas la question c'est sais qu'il y a certains sites qui nous écoutent. La Boulma annonce qu'il signe au PSG. Là la parole qu'il faut la parole qu'il faut c'est pas des journalistes qui sortent en plus toi tu l'as déjà fait qu'il allait s'engager avec le Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est fait, c'est fini, c'est terminé. L'information qu'on attend c'est pas celle-là, l'information qu'on attend c'est une déclaration officielle de Mbappé qui dit je ne reste pas au Paris Saint-Germain. Mais pourquoi il ferait cette déclaration en fait? Parce qu'il a dit qu'il le ferait. Alors on fait quoi alors? Non mais attends, juste si je puis me permettre, je termine juste, tu me laisses un suivi-verbe complément de 30 secondes et je te promets, je le termine, mais tranquille, hein, je te dis juste qu'il n'est pas dans l'obligation contractuelle de déclarer ce genre de truc parce qu'il part librement. En revanche, il y a eu un engagement moral je termine. Écoute. Je termine. Il y a eu un engagement moral de la part de Kylian Mbappé vis-à-vis de ses dirigeants, à savoir une fois que tu auras signé ton contrat au Real Madrid, dans la foulée, tu nous le dis, comme ça, tu nous l'annonces, etc., etc. Après, il y a ces histoires de... Est-ce qu'on peut se fier aux engagements moraux de Kylian Mbappé? Non, on se fie. Mais non, mais évidemment, oui et non. Bah non, parce que il y a engagement moral et financier. L'option de 2025, c'était un engagement moral aussi. Oui, mais ça, c'est... Attends, mais qui lui a foutu le 2025 sur le maillot? Attends. Si on arrive à me faire croire qu'on arrive à forcer Kylian Mbappé à porter des trucs, qui à lui faire a des foutu communiqués, le maillot 2025 sur le maillot?
Vous savez Mais c'est le quoi? Paris Il va Saint-Germain. falloir faire un truc, les amis, c'est Ouais. qu'il va falloir s'en faire une émission complète. Mais non, mais c'est. Mais oui, enfin, mais c'est super intéressant. Mais Mais- à un moment, mais faut oui, Mais, distinguer. mais du coup, je reviens juste sur ouais. la question que tu m'as posée, Bruno. Du coup, si Kylian Mbappé n'a toujours officiellement pas dit ce qu'il voulait faire, on célèbre quoi? Puisque officiellement, Ah, tu- on est toujours dans une possibilité où Kylian Mbappé peut dire bah ça se trouve je vais prolonger au Paris Saint-Germain. Et ben peut-être Du que coup, on d'ici célèbre quoi dimanche, Officiellement, on célèbre quoi? Non, parce que On célèbre Alors- son départ avant qu'il nous dise qu'il s'en aille? On écoute pardon. Julie. ne Pardon. sous-estime pas le clan Mbappé. Ça se trouve, d'ici dimanche, tu auras un communiqué parce qu'il voudra faire sa petite fête au parc. Ah oui, bah voilà. Donc Et donc- je ne pense pas qu'il donc il y aura un fasse- communiqué. Je ne pense pas qu'ils Eh fassent ben, la on fête. sait pas. À mon avis, je n'ai aucune information à ce sujet-là. Je ne pense pas qu'ils vont faire la fête pour le dernier match à Toulouse, puisqu'il y a la finale de la Coupe de France. Ça, je n'en ai pas la certitude. En revanche, peut-être faire un petit truc voilà, pour annoncer son départ. Je ne sais pas, un petit tour de terrain. Je n'en sais rien. Je ne sais pas sous quelle forme ça va le faire, mais ils vont probablement faire quelque chose en son honneur, si je puis dire, même si tu... D'accord. Non mais je dis pas qu'il faut le siffler, hein. Faut pas le siffler. Voilà, hein. mais c'est Ah ça, non, mais il faut pas ça. nuancer, c'est ce qu'on dit. Mais je ne dis Mais absolument on pas va ça. pas Mais faire un est-ce qu'il feu faut faire d'artifice. une cérémonie pour que Mais non. Kylian Mbappé, à qui on a donné monts et merveilles, Mais du non. pouvoir, de l'argent, s'en va gratuitement après un fiasco comme ça, 3 jours après, on doit célébrer ça? Non, désolé. Et Dans mon livre, non. Même le Voilà. départ de Verratti. T'écris un livre? Non, mais le Ah, départ de je Verratti. rigole. le Regarde départ de Verratti, il est le départ revenu. de Verratti. Le Ouais, départ mais- de Verratti. mais Il est le- revenu, etc. Ça s'est fait il est parti- quasi à il la est parti va-vite. contre 50 Et j'ai millions. été Oui, ok, Ouais, bah ouais, il revient bah, toujours ça joue à aussi. l'argent. Mais ça joue, mine de mais rien. je ne dis pas que ça joue pas. Dans le mais respect il n'y a que pas que que l'argent. tu dois à ton club, ça joue. En tout cas, le Paris Saint-Germain va peut-être dire au revoir ou pas. Désolé, Julien. Eh Kylian, On tu est vas nous confus. manquer finalement. bien, tout va Je sais bien. pas si on fera pas une petite chronique pour la saison prochaine. On fera Tribune Madrid, Moi, histoire Moi, de. je l'aurai avec Jérôme, je l'aurai toutes les semaines. Donc, Ouais, bah voilà. Ah oui, parce que je vous conseille une chose. Je vous conseille une chose, c'est d'aller voir la vidéo de Benny Oui Oui. Vous connaissez Benny Oui Oui? Eh ben, c'est l'homme qui passe sa journée à sourire et qui passe une journée. J'ai vécu un match de fou. Et voilà. J'ai Donc, vécu un match de ouf. donc Mine de rien. on Le Gérone explique, Barça. on explique rapidement. Ouais, j'étais avec le club des 5, on a eu la chance d'être à Gérone tout le week-end dans le cadre de Gérone Barça. Et donc on a vu le match et il y a des vidéos Voilà. pendant Et les donc, buts. Et tout. t'en C'était as un un match qui est de là. dingue. Et tout le temps comme ça. Ouais. T'es tout le temps. Mais je suis très content. Voilà, je t'es suis très content. heureux. Mais Non, non, c'est c'est quoi, ça m'a rapproché du vrai foot. En plus, Très heureux. t'as Oui, pris, je viens de là-bas. oui. Enfin, je viens de là-bas. Oui, Bah, t'auras tout le loisir de voir Mbappé. Voilà, comme ça. Voilà. Tu retrouveras ton C'est Kylian. bien. Les amis, on passe au débat suivant. Il y a un homme qui a été un peu épargné, mais on fera plus son bilan, moi, je pense, dans les prochaines émissions. C'est Luis Enrique, parce qu'effectivement, dans cette rencontre-là, et dans ce qui s'est passé, dans sa communication, là, il a pris des tirs monumentaux. On a Vicente Lizarazu, le consultant Radio France, France Info, France Inter, qui a dit qu'en fait, en gros, il se l'a pété, ou enfin, il l'a détruit Luis Ouais, Enrique. d'accord, mais- Bah, Voilà, en France, c'est- on n'aime pas les coachs étrangers de toute façon. Ouais, ça c'est Non, vrai. mais il y a- Et bim Il y a 3 semaines, quand il fait exactement la même communication face au Barça, on dit que ça a amené de la sérénité, et là ça marche pas. Bah oui, ça marche pas. On dit que c'est un crâneur. Mais non, c'est pas un crâneur. C'est juste que c'est une méthode de communication J'avais parlé de méthode qui n'a- quoi ici. qui n'a pas payé. Mais je pense pas que ce soit la communication qui a engendré la double confrontation. Là. C'est juste qu'il y a des moments où tactiquement il s'est gouré. Quel bilan tiré de cette campagne européenne? On va boucler la Ligue des Champions, puisque après, ça sera l'année prochaine qu'on en parlera avec leur four là. C'est la nouvelle méthode Ligue des Champions. J'ai toujours pas compris. J'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure à ma chef. Impossible. Non, pas Moi, tout de je peux, suite. Là, on ira tout à l'heure. On ira voir Émilie tout à l'heure, mais on va pas le faire là dans l'émission. Quel bilan tiré de cette campagne européenne? J'aimerais juste te dire que le Paris Saint-Germain a joué 12 matchs, que vous les avez tous vécus sur l'antenne de France Bleu Paris, et que dans ces 12 matchs, il y a quand même 5 défaites, ce qui est quand même assez lourd pour un demi-finaliste de Ligue des Champions. Quel bilan on tire de cette campagne, Julie? Pour toi, est-ce que c'est positif? Est-ce qu'on est à notre place et que cette sortie, tu la vois comment, cette campagne européenne? Moi, sincèrement, je la trouve positive. Parce que je l'ai dit à plusieurs reprises ici, en début de saison, je n'attendais absolument rien du PSG en Ligue des Champions parce que trop de déceptions, trop d'attentes. Cette saison, sincèrement, j'aurais jamais imaginé que le PSG aille jusqu'en demi. Donc en ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, d'autant quand on connaît le contexte autour de Mbappé notamment, des nouveaux joueurs qui sont arrivés, une équipe qui est en reconstruction, un nouveau coach. En ça, je trouve que c'est plutôt très positif. Après, évidemment, il y a de la frustration parce que en demi-finale, quand tu tombes contre Dortmund et que tu reçois au retour, tu te dis, pourquoi pas, on aurait pu aller plus loin, mais il y a ce fameux truc où les non-matchs à répétition en Ligue des Champions, ça me fatigue. Donc, mais je retiens quand même le positif. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille jusqu'en demi.
je ne vais pas me projeter sur la saison prochaine parce que je n'attendrai rien de la saison prochaine. Peut-être que je serai agréablement surprise. Pour moi, c'est positif, globalement. Positif, est-ce que c'est le mot qui te vient tout de suite comme ça, Romain, à la bouche, ou est-ce que t'en as un autre qui, pour résumer cette campagne européenne et ce bilan européen qu'il faut tirer désormais pour le PSG? Bien que la fin soit immensément frustrante et je pense que des occasions de demi-finale retour de Ligue des Champions face à une équipe du niveau de Dortmund de 2023-2024, je parle de ce Dortmund, avec un retour à domicile, tu n'en auras pas des occasions comme ça, tu n'en auras pas 20 000. Tu n'en as pas eu 20 000 d'ailleurs, puisque c'était la première fois depuis 30 ans que tu recevais à domicile pour une demi-finale retour de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est immensément frustrant. Maintenant, j'ai bien aimé que le PSG ait tenu son rang face à des équipes contre qui il fallait tenir son rang. Je pense notamment à la Real Sociedad. J'aime bien le fait que le PSG ait su retourner un score à l'extérieur, comme face au FC Barcelone. Alors les circonstances, le 10 contre 11, tout ce que vous voulez, je m'en fous, c'est de la Ligue des Champions, c'est comme ça, c'est des faits de jeu. Donc j'ai bien aimé ces trucs-là. Maintenant, je pense que cette campagne de Ligue des Champions doit nous faire énormément réfléchir sur la manière dont on voit la Ligue des Champions. C'est-à-dire que dire oh bah là, notre milieu de terrain, il a vraiment pas un niveau de demi-finaliste de Ligue des Champions. Bah en fait, si, t'es en demi-finale de Ligue des Champions parce que t'es hyper dépendant du tirage au sort que tu vas avoir, t'es hyper dépendant de l'opposition que tu vas avoir, de la forme du moment de tes mecs. Donc il faut essayer de pas enjoliver ou mal regarder les forces en présence qu'on peut avoir en début de saison et se projeter directement sur des demi-finales de Ligue des Champions, comme si tout coulait de source et que les 4 meilleures équipes c'était dans les 4 premiers et c'était les 4 équipes qui allaient être en demi-finale. Non, c'est pas comme ça. Ça sera encore le moins le cas avec la formule de l'année prochaine. Donc voilà, il faut prendre cette histoire-là comme un vécu européen, un premier vécu européen positif, amplement positif, parce que tu finis dans le dernier carré pour un groupe qui est jeune et qui ne demande maintenant qu'à s'améliorer. On espère qu'il voyagera mieux, ce groupe parisien, bien évidemment, parce qu'on a eu une campagne à l'extérieur, la défaite à Newcastle où tu te fais labourer. Milan, ça s'est mal passé. Dortmund, le match, ça fait un partout là-bas. On perd à nouveau du côté de Dortmund. Abdellah, c'est vrai que ce Paris Saint-Germain-là, on ne l'attendait pas. Non. Et finalement, il nous a amené à un endroit où on ne s'attendait pas à arriver depuis bien longtemps. Enfin, c'était la 3e demi-finale, mais avec l'ambiance, avec tout ce qui s'est passé, finalement. C'est tellement, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. On parle de déception et de frustration, pardon. Une demi-finale, tu la joues pas tous les ans. Il y a certains clubs qui la jouent tous les ans. Enfin, on peut les citer. Hein. Mais avec le Paris Saint-Germain, non. C'est la 7e demi-finale de l'histoire du Paris Saint-Germain, il me semble. 6e ou 7e. Ils ont perdu, ils ont, je crois, 80% de taux d'échec, je crois. Ouais, qu'une seule fois. Moi, je suis pas agréablement surpris. Il y a de la frustration, encore une fois, mais il faut prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé hier. Je crois qu'on n'a pas encore suffisamment de recul. D'autant plus que la finale de Coupe de France n'est pas passée. On va prendre du recul et analyser ça à froid. Là, en l'état, j'ai été pas agréablement surpris de les voir dans le dernier carré, parce que personne n'aurait misé ici, sur ce plateau, en début de saison, de voir le Paris Saint-Germain avec la moitié de l'effectif amputé, 10 arrivées. En 11 avec Xavi Simons qui est en prêt, etc. Un nouvel entraîneur, nouvel environnement, l'affaire Mbappé, départ de Neymar, départ de Verratti, départ de Messi. Le chantier de tous les départs, financièrement parlant, c'était colossal. Encore une fois, je ne cherche pas à... Non, mais c'est important de le souligner. Il faut vraiment souligner tout ce qui s'est passé à l'intersaison et à l'arrivée de Luis Enrique, ce qui s'est passé dans l'offre, j'en ai parlé en début d'émission. Moi, je ne pensais pas. On était tous, dès le départ, les signaux étaient plutôt négatifs. Je me souviens, ici, on en parlait, les signaux étaient négatifs. On n'était pas dans le rouge complet, mais on s'est dit, on ne sait pas trop où on va. T'as Luis Enrique qui en prenait aussi plein la tronche. Et là, ils arrivent malgré tout avec l'équipe la plus jeune du plateau dans le dernier carré, la 3e plus jeune du plateau au départ de la Ligue des Champions. Il faut tout le temps recontextualiser recontextualiser ces choses-là. La raison pour laquelle moi je parle de frustration et je parle aussi d'espoir. Je parle d'espoir et je me dis que s'il arrive à maximiser encore une fois le potentiel de cette équipe, parce qu'il y a certains joueurs qui vont partir,
Et je crois que je t'en avais parlé, Romain. Je pense que Luis Enrique a exploité le max de l'effectif qu'il avait en place et qu'il n'a pas eu accès qu'il n'a pas eu la main mise sur le dernier mercato. En témoigne les joueurs qu'il met sur le banc. Je pense que si il fait quelques réajustements cet été, qu'il arrive à faire partir les joueurs, dont les Solaires, les Fabien Ruiz, etc., et qui arrive à faire venir des joueurs à son image, à l'image de sa philosophie de jeu, et l'identité qu'il veut mettre en place, je pense que pour la deuxième, troisième année, ça peut matcher. Je vais revenir vers toi, Julie, mais Romain, tout à l'heure, on a discuté tous dans le couloir. Tu m'as sorti un chiffre qui m'a intéressé juste. Je veux bien que tu me le redonnes. Je te le ressorte. Ouais, parce qu'en le nombre de minutes des recrues et leur montant de transfert depuis le début de la saison. Voilà. Le nombre de minutes sur la double confrontation face à Dortmund. S'il te plaît. Donc un mercato à 454 millions d'euros. Très bien. 454 millions d'euros, c'est-à-dire que c'est Combien 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 50 plus 4. Randal Colomwani 25 minutes. Gonzalo Ramos, 63 minutes. Marco Asensio, 27 minutes. Lee Kang-in, 14 minutes. Manuel Ugarte, 0 minutes. Milan Skriniar, 0 minutes. Lucas Hernandez, 42 minutes, il se blesse. Dembélé, 180 minutes, c'est le seul qui a joué l'intégralité des deux matchs. Et Barcola, 92 minutes. Donc on a un échec cuisant dans le moment le plus important. Mais l'échec, c'est de qui ? C'est Luis Enrique ou c'est Luis Campos ? Ah bah ça. Bah ouais. Moi je pense que c'est plus celui qui est au-dessus. Celui qui signe. Ah bien sûr. Donc là c'est non, c'est Luis Campos. Luis Campos. Après, Luis Campos n'est pas responsable de toutes les arrivées là. Tu vois, je pense notamment à Randal Colomwani, c'est pas lui. Mais oui, bien sûr qu'il y a un échec. Après, est-ce qu'on est véritablement étonné ? La moitié de ces recrues là, elles étaient déjà signées avant que Luis Enrique arrive. L'une des seules recrues dont il a parlé, pardonne-moi, c'est Barcola. Oui, Barcola. Barcola qui il le voulait depuis des mois et qui bizarrement répond à l'appel. Bah voilà. Donc oui, mais après, juste pour revenir sur le parcours, il faut pas oublier non plus que c'est aussi à nuancer par rapport aux adversaires qu'on a pu affronter. C'est-à-dire qu'on est deuxième de poule. Si à la place de la Real Sociedad, dans les 4 qui nous restent, on tombe contre Manchester City, Real Madrid et le dernier, je crois que c'était Arsenal, je pense qu'on peut se faire étendre. On n'est pas du tout dans la même position, là, au 8 mai, à faire une tribune déjà, parce qu'on n'aurait pas eu de demi-finale de Ligue des Champions la veille. Et pareil pour les quarts. On a eu un tableau qui a été relativement favorable. Ça n'enlève pas le fait que... Donc tu es en train de nous dire qu'on a entretenu des faux espoirs ? Non. On a fait le taf quand il fallait le faire. Et les parcours de Ligue des Champions, c'est ça aussi. C'est de devoir faire le taf. Maintenant, il faut prendre conscience que c'est pas parce que tu as fait le taf, c'est pas parce que tu es en demi-finale que tu es la quatrième équipe que tu es quatrième de meilleure équipe d'Europe. C'est pas du tout le cas. Julie, sur les joueurs qu'on a cités tout à l'heure qui n'avaient pas joué, etc. Est-ce que je reviens sur ton j'aime de tout à l'heure sur Vitinha, qui la première année a été en difficulté. Est-ce qu'on peut espérer que ces joueurs-là, la saison prochaine, seront peut-être désormais Luis Enrique compatibles? Ah bah, je leur souhaite surtout. Quand tu me poses cette question, je pense tout de suite à Colomwani. Sincèrement, il m'a fait de la peine, moi, cette saison. Je comprends pas. Je sais pas, il est pourtant avec ses potes. Apparemment, je sais pas ce qui lui manque. Est-ce que c'est Luis Enrique avec qui il n'est pas compatible? Je saurais même pas te dire, mais je leur souhaite évidemment d'avoir la progression de Vitinha, mais... on part de beaucoup trop loin pour Colomwani, j'ai l'impression. Donc, c'est une très bonne question, Bruno. Le mystère Colomwani, si tu peux éclairer ma lanterne, vas-y. J'ai un plus gros mystère que Colomwani, je pense, c'est Manu Ugarte. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a plongé. C'est soit il n'a pas mangé les cornflakes qu'il fallait, voilà, je ne sais pas. Pense qu'il a commencé. Je pense qu'il était en sur-régime dès le départ, alors que les autres venaient de reprendre la saison. Il était en sur-régime physiquement, il était au-dessus physiquement. Et quand les autres sont revenus, sont parvenus à un état un état de forme. Voilà, optimal pour la saison. Ils étaient dans les temps. Lui, il était hors temps. Il était en avance. Et là, techniquement, toutes les lacunes de ce cher Ugarte, en fait, sont apparues au grand jour. Ça, c'est valable. Je pense que c'est valable pour postuler à un rôle en Ligue des Champions ou dans les matchs importants de Ligue 1. Là, tu ne le vois même plus. Il joue même les matchs. Le match contre Clermont, où il y a 26 remplaçants, il y a les petits jeunes, etc. Ça joue pas.
À Lorient, pareil. Mais tu pourrais ça joue répertorier tous les joueurs, Bruno, qui ont disparu des radars solaires. Si, il joue un peu. Ouais, mais il a joué quoi, des bribes. Oui, des bribes. Ugarte a totalement disparu des on a eu radars. la C'est chance. ça qui est étonnant, c'est que tu vois, il y a des moments avec Colomboigny où il essaye de le relancer, etc. Il a essayé, ouais. Il a essayé de relancer même Ramos quand il avait eu son virus, etc. Il a essayé de le remettre. Là, Ugarte, t'as l'impression que non. On a eu la chance avec Abdella de participer à la masterclass de Luis Campos à la Sorbonne pour expliquer un peu comment il travaillait. Et il nous a expliqué un truc, et je te jure que je le fais, de regarder les réseaux sociaux des joueurs. De regarder un peu, parce qu'en fait, il explique que pour voir la vie d'un joueur, il faut aussi suivre désormais. Donc il y a une agence qui fait ça, qui regarde les réseaux sociaux. Eh ben, les réseaux sociaux de Manu Ugarte, c'est très intéressant parce qu'en fait, tu as quelqu'un qui au départ était ultra focus et ne mettait que du sportif, et peu à peu a commencé à voir les copains, la famille, qui ont commencé à découvrir Paris. Tu vois, un peu à la Lucas Moura quand il nous faisait le tour de tous les zoos, les zoos de l'Île-de-France et Disney. Et c'est assez marrant. Et ça me vient vraiment du truc de Campos où je me suis dit, c'est peut-être à ce moment-là, peut-être qu'il a perdu le fil de sa saison et peut-être qu'il la reprendra, bien évidemment. Et on le souhaite pour Manu Ugarte. Les amis, justement, en fait, quand je t'ai fait cette passe décisive, Julie, c'était pour terminer avec cette question. Pour être plus compétitif en Ligue des Champions, il faut faire quoi? On a été en demi-finale, je vous ai entendu, on a joué au max du max de ce qu'on pouvait faire, avec un leader qui a fait la tête pendant toute une saison, qu'il a fallu gérer, des jeunes qu'il a fallu incorporer. Qu'est-ce qu'on fait la saison prochaine, Abdella Boulma, pour... Oh, c'est Solennel. Oui. Bam, ça fait ça fait un peu le truc. Alors moi j'ai plusieurs propositions. Si le staff du Paris Saint-Germain m'entend, et Nasser Al-Khelaifi, si vous m'entendez, n'hésitez. Non, plus sérieusement, je pense qu'il faut déjà que Luis Enrique ait la main mise sur le prochain mercato. Définitivement, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Voilà, si on repart sur les mêmes délires Colomboigny, déjà il va falloir trouver une issue de sortie à Colomboigny. C'est 90 millions, ça va être très compliqué. Je le vois même pas partir en prêt. Je ne sais absolument pas parce qu'ils vont. Faut qu'il fasse un bon euro. Comment? Faut qu'il fasse un bon euro. Faut qu'il fasse absolument. Peut-être que le Paris Saint-Germain compte là-dessus, compte sur un bon euro de Colomboigny pour qu'il reprenne un petit peu de la cote. Je pense encore une fois qu'il faut que Luis Enrique confile définitivement, parce qu'il a eu les clés du camion, mais confile définitivement les clés du camion à Luis Enrique. On a du Xavi Simons qui pourrait éventuellement revenir. On ne sait pas encore. On va voir. Ça va se décider dans les semaines à venir, et qui forge un effectif. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Luis Enrique compatible, avec des joueurs compatibles qui ont le profil Luis Enrique, c'est-à-dire technique, physique, volume physique, et qui soit capable d'absorber les consignes de Luis Enrique sur tout un match. Là, avec cet effectif qui est hyper disparate, hétérogène, on a vraiment des inégalités au niveau technique de certains joueurs. Je pense notamment à Fabian Ruiz, qu'il faut trouver une porte de sortie. Je parle de l'autre international espagnol, etc. Il faut redonner confiance à Warren Zaïre Emery, qui vient de signer un contrat monstrueux. On a peut-être le Carry qui va revenir de Lorient. Je pense qu'avec tout ça, il peut monter une équipe cohérente. Franchement, j'ai l'espoir de ce point de vue-là. Parce que dès le départ, fini le bling-bling, etc., là, je trouve que ce qu'a mis en place le Paris Saint-Germain, c'est plutôt cohérent. On recrute où, comment? Tu veux... Je sais pas, mais sans faire de foot manager, mais... Je sais pas, mais juste on pète pas un câble. En fait, c'est ça le truc. Tu parles d'Osimhen ou un truc comme ça? La principale chose qui a fait du tort au Paris Saint-Germain, pour moi, c'est pas les traumatismes qu'on a vécus sur le terrain. C'est la manière dont on les a gérés par la suite. C'est-à-dire que le fait de casser la banque, de te mettre en péril pour prendre Neymar et Mbappé en 2017, attends, on sait jamais, c'est fini. Non, c'est fini. Peut-être, j'espère que c'est fini, mais l'histoire du Paris Saint-Germain nous a pas forcément prouvé que tout était complètement fini. Surtout, tu pourrais faire péter la banque en prenant deux joueurs qui n'auront pas le niveau de Mbappé et Neymar. Voilà. Mais Mbappé s'en va. Tu es obligé de travailler l'après-Mbappé. L'après-Mbappé, c'est travailler sur un collectif. Un collectif, on l'a vu, les lacunes, c'est le milieu. Par exemple, c'est pas prendre un attaquant à 150 millions. Là, ils sont en train de travailler sur un défenseur central qui soit capable aussi de jouer sur le côté gauche. Ils sont en train de travailler aussi sur un milieu de terrain. Et l'après-Mbappé, effectivement. Mais je ne pense pas qu'ils vont aller chercher, ils vont casser la baraque. Et tu le vois aussi par rapport à l'attitude de Nasser Al-Khelaifi. Il est venu nous dire que le foot était injuste hier.
Oui, mais tu sais, moi, Vous mais l'écoutez encore quand il est en conf? Ouais, je Comme sais, ça, mais hein. tu sais qu'il est moins dans les super. Attends, je cherche pas à le défendre ni quoi que ce soit. Il fait ce qu'il veut, mais il est moins dans l'utilisation des superlatifs comme dans ses précédentes sorties. Est-ce qu'il est pas Bon, il a désabusé, des- lui Après, il a quand même dit, Tu il y a sentais- 2 semaines, il a quand même dit qu'il avait le meilleur coach du monde. Donc bon, Oui, mais ça, il l'a dit avec Laurent Blanc, il l'a dit avec Ouais, Galtier, il l'a dit donc, avec, il l'a dit avec tout. mais- Mais il a changé son fusil d'épaule de ce point de vue-là. Mais oui, il faut, en fait, il faut juste, il faut garder le cap. Il C'est faut ça, juste voilà, garder le cap. Il Il faut faut garder le cap et il faut pas péter un câble, faut pas commencer à vouloir absolument compenser un potentiel échec par une somme déraisonnable qui va en fait te remettre dans la merde et te refaire partir. Pardon. Et on te serait, refaire partir, on serait mal. typiquement Julie. capable de le faire. Moi, je Non. pense qu'il faut simplement, et je pense que c'est le point de vue de Luis Enrique, donc a priori il devrait rester, se centrer sur le collectif et pas donner les pleins pouvoirs à un mec sous prétexte qu'il est le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs joueurs du monde à venir. Moi, je suis un peu nostalgique de cette période où on avait des mecs forts à chaque ligne avec Ibra, Thiago Motta, Thiago Silva. J'aimerais que ce soit solide à chaque poste et pas qu'on s'en remette à un mec. Mais je pense qu'avec Luis Enrique, Bruno, je ne pense pas que Luis Enrique va céder justement à cette surenchère de joueurs bling-bling à 90, 100 patates, 150 patates. Je pense que c'est terminé. Avec Luis Enrique, il va falloir. Je le souhaite, j'espère qu'il va t'entendre. Il y a une ossature une colonne vertébrale plutôt à reconstituer, un DC, un milieu central, etc. et un attaquant. Et je pense qu'avec Luis Enrique, on va partir sur quelque chose de plutôt cohérent. Même l'attaquant, je suis même pas sûr qu'il ait besoin. Ah, mais ils ont déjà Ramos. Ils ont déjà Oui, Ramos. il y a Après, Ramos, tu vois. voilà. Tu vois, je suis même On pas sûr verra, c'est que surtout le milieu de terrain. Ramos, Xavi Simons, il peut jouer aussi en faux neuf. Asensio, il est déjà là en Mais faux tu neuf. peux être il y a sûr, déjà, tu tu peux vois. être sûr qu'il y en a un qui arrivera cet été. Bah, je À sais quel pas. prix? C'est ça Je qui est sais un pas, peu je sais flippant. pas, tu vois. Je sais Mais pas. alors, juste un truc, parce que vous avez entendu, comme moi, autour de cette table, il y a un homme qui Quoi, nous il y a dit... Il y a l'agent d'Osimhen qui veut absolument venir à Paris Non, et il non, s'entend non. bien avec Luis Campos. Non, c'est ça il y que a tu un veux homme, il y a un homme qui a dit, il s'appelle Abdellah Quoi il a dit qu'il y avait un défenseur et un milieu de terrain dans le pipe. C'est quoi? Est-ce que C'est on nous Guimarães refait? et qui Il n'y a jamais rien eu avec Guimarães Alors, le Paris Saint-Germain. C'est Bernardo Est-ce Silva que je qui. peux finir ma question? Je vais craquer maintenant. Ça suffit. Je veux poser ma question. C'est à cause de Romain. Je veux poser ma question, Monsieur Bédouc. C'est entièrement de ma faute. Monsieur Bédouc, je veux poser ma question. On va plus jamais être là. Invité, c'est fini, Bruno. Il en Non, peut Il faut les gars, dormir. Romain. Voilà. Non, mais Désolé. même moi, je suis claqué. suis désolé. Non, je veux juste. En plus, tu sais quoi? On est un peu préparé. Non, juste un truc, Abdellah. Est-ce qu'on est reparti sur du prospect où on se dit, alors, on va prendre un jeune qui pourra nous rapporter, ou est-ce qu'on prend ce qu'avait dit Alexandre Aflalo dans cette émission, il est de prendre la liste du top 3 défenseurs central gauche mondial et de dire, on prend au milieu de terrain le top 3 milieu de terrain mondial et on le ramène à côté de Vitinha et de Warren Tout ce que Zaïre-Emery. je peux te dire, c'est qu'au moment où Mbappé annonce à Nasser Al-Khelaifi son départ, une liste a été établie par le Paris Saint-Germain pour compenser son départ. Et dans cette liste figurait notamment Osimhen. Donc à partir de là, ça remonte à quelques mois. Ça répond d'une certaine manière à ta question. Tu te demandes, est-ce qu'ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule ou est-ce qu'ils vont compenser le départ de Mbappé par une part. Voilà, c'est le problème. Mais moi, je me dis, mon espoir repose. Je ne sais pas s'il va venir, Osimhen. Non, mais si Osimhen vient, nous, en tant que supporters parisiens, on va péter un câble. Mais même les supporters parisiens, et ça, j'ai oublié de te le souligner tout à l'heure, et tu le sais mieux que moi de toute manière, c'est qu'ils en ont conscience aussi. Ils sont plus dans le bling-bling comme à l'époque. La majorité des gens aujourd'hui ont compris qu'il fallait un groupe, homogène, avec de la qualité à chaque secteur, dans chaque secteur du terrain. Et là, encore une fois, mon espoir repose sur Luis Enrique et non pas sur Nasser Al-Khelaifi. Question, je vais te la poser. Toi, tu prends qui en centrale gauche et en... Faudrait que je réfléchisse un peu. Mais milieu, c'est Bernardo Silva. D'accord, même s'il a 29 ans. Même s'il a 29 ans. J'étais un peu sceptique l'année dernière avec Bernardo Silva, mais pourquoi pas à la limite. Mais Guimarães, c'est bien. Guimarães, c'est un bon profil les deux, en fait. qui peut te permettre. Au lieu de prendre Osimhen, tu prends Guimarães et Bernardo Silva. Et moi, j'ai un vrai faible pour Florian Wirtz, mais je sais pas si. Il reste. Tu mets 150 millions, il vient. Oh, il viendra pas. Celui qui voulait pas casser la banque, il est prêt à mettre 150 Non, je suis pas prêt à casser la banque pour des postes dont j'ai pas besoin. C'est-à-dire qu'un profil comme Osimhen, j'ai pas besoin. Un profil comme Florian Wirtz, oui, j'ai besoin. Oui, je veux bien. En tout cas, le Paris Saint-Germain jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Tu es capable de me la résumer en 30 secondes, la nouvelle formule, ou pas du tout? Vas-y. Il y a une poule de 36, c'est ça? 36. Et donc, dans cette poule de 36, on va jouer 8 matchs. 2 matchs contre des équipes du chapeau 1,
2 matchs contre des équipes du chapeau 2, 2 matchs contre des équipes du chapeau 3, 2 matchs contre des équipes du chapeau 4. Et donc là, à partir de ça, donc de nos 8 matchs, il y a un classement qui va se faire. Les 8 premiers du classement sont directement qualifiés pour les 8e de finale. Du 9e au 16e, il y a un barrage pour avoir d'accession aux 8e de finale. Du 16e au 24e, ça va en Europa League, je crois. Ah, je sais pas les derniers. Et après, c'est éliminé. Et donc, si tu finis dans les 8 premiers, tu vas directement en 8e et tu t'épargnes un tour pour aller en 8e de finale. Mais tu n'as pas de match aller-retour, première vue. Alors, visiblement, tu vas affronter 8 équipes différentes. C'est ça. Donc, l'équipe que tu vas affronter à domicile, tu ne vas pas te déplacer là-bas. Ouais. Donc, la Bertrand qui réalise cette émission, où est-ce que tu les affrontes? Donc, une fois extérieur, et ça sera un tirage au sort. J'imagine que ton équipe du chapeau 1, tu en as une que tu vas recevoir et une où tu vas te déplacer. L'équipe du chapeau 2, une que tu vas recevoir, une que tu vas te déplacer. En gros, ça va durer une année, quoi. C'est ça. Mais alors, janvier, il y a des matchs en janvier. Vrai changement, c'est que la J7 et la J8 de Ligue des Champions, c'est fin janvier. Juste entre PSG Montceau-les-Mines en 32e de finale de Coupe de France, où le Paris Saint-Germain dira on n'a pas pu être prêt, on n'a pas pu jouer. Et on va parce qu'on aura PSG Gérone. C'est ça, effectivement. Oh non. Oh l'émission. Gérone chapeau 4. Attention, Gérone chapeau 4 en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais tu sais, Bruno, qu'on reportera tous les matchs. Oui, c'est ça. Pour qu'on soit confortable. Voilà, pour que les Français se qualifient. Je pars avec toi si on fait PSG Gérone. Je vais me faire pousser dans les escaliers, je vais avoir un accident du travail, c'est lui qui va partir à ma place, j'ai bien compris. Les amis, c'est l'heure de terminer cette émission. Je vous rappelle juste une chose avant de se dire au revoir, c'est que le prochain match sur l'antenne de France Bleu Paris, avec la team France Bleu Paris, avec Miguel de Rennes, avec l'ami Eric Rabé-Santana, c'est dimanche à 21h. Wouh, Toulouse, les amis. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Abdellah Boulma, un grand merci à Julie Alap et à Romain Bédouc d'avoir participé à cette émission entre thérapie, coup de gueule. Mais ça fait du bien de se lâcher un petit peu, de lâcher prise après une élimination comme celle-ci de la part du Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que, comme l'a dit aussi Luis Enrique, la vie est belle, qu'il faut regarder devant et qu'il fait beau dehors. Alors je sais pas, il faisait beau dehors tout à l'heure, je sais pas. Non, il fait plus beau. Voilà, on vient de me le dire, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, respirons un bon coup et ça va bien se passer. N'abandonnons pas le navire. Ce PSG mérite que l'on le soutienne et qu'on soit encore derrière lui, le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, tiens, donne-moi ton livre parce que comme c'est moi qui ai le micro, il va se déclencher sur moi. Je vous rappelle qu'il y a le livre Tout n'est pas foutu aux éditions Solar. Abdellah Boulma nous le dit, c'est pas foutu ni pour le Paris Saint-Germain ni pour le football en général. C'est important. 15 raisons d'aimer quand même le foot aux éditions Solar. C'est à lire, les amis, dans les prochaines semaines. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Bertrand Boquet pour la réalisation de ce podcast. Je vous rappelle, sur YouTube, des pouces, des likes, des petits messages pour nous encourager. Idem sur les plateformes de téléchargement. Il est temps de débrancher ce podcast. On se dit à lundi. Ciao, bye bye.